Je vous propose maintenant d'aborder les règles de visibilité qui vont en fait gouverner les relations entre les différentes possibilités d'accéder aux méthodes et aux attributs d'une classe à l'autre. On va voir un peu plus finement ce qu'on peut faire avec ces règles de visibilité. On en a déjà rencontré quelques-unes de ces règles de visibilité, pardon, mais on va maintenant étendre ces règles avec quelque chose d'un peu plus complexe lorsqu'on va avoir de l'héritage. Alors les règles, vous les avez déjà rencontrées. Public signifie lorsque on le rajoute devant un attribut ou une méthode, eh bien ça signifie que cet attribut ou cette méthode-là seront visibles euh, ou accessibles à l'extérieur de la classe, dans la classe elle-même et dans toute la hiérarchie en réalité. Donc lorsqu'on déclare quelque chose public, ce quelque chose est accessible de partout. Lorsqu'on déclare un attribut ou une méthode comme étant privé, eh bien cette méthode ou cet attribut ne seront accessibles et visibles que dans la classe elle-même, que à l'intérieur de la classe. Lorsqu'on a maintenant l'héritage qui rentre en jeu, eh bien un nouveau mot-clé entre en jeu aussi avec protected. Ce protected signifie en fait qu'un attribut ou une méthode est visible uniquement dans la classe elle-même ou dans ses sous-classes. Et c'est là la nouveauté, dans les sous-classes également, mais pas à l'extérieur de la hiérarchie. Nous n'avons pas été dans le détail de cela, mais en fait, lorsqu'on n'a rien du tout, lorsqu'un attribut est déclaré euh, sans rien, eh bien, cet attribut ou cette méthode est visible uniquement dans le pactage. Alors, nous allons voir dans le slide suivant avec un exemple ce que signifie le pactage. On retrouve ici notre exemple classique du rectangle qui est là, défini, et puis le rectangle coloré qui étend cette classe rectangle qui se trouve là-haut. Pour l'instant, vous pouvez le constater, il n'y a aucun des attributs qui a le modificateur devant. Ici, la méthode getSurface, elle a un attribut public. Et puis, regardons déjà ce que ça signifie tout ça. Donc, quand je suis dans la classe rectangle coloré, j'ai accès à tous ces attributs-là, vu que comme lorsqu'on n'a rien, c'est presque la même chose que lorsqu'on a public défini, c'est-à-dire que c'est visible de partout. Alors il y a une subtile différence entre ne rien avoir ici devant et avoir public ici devant. On va y revenir tout à l'heure. Mais ici, si par exemple je définis maintenant une méthode foo qui permet de voir ce qu'on a dans un objet, bien ici j'ai accès à la couleur, à la hauteur, à la position et à la largeur de l'objet. La couleur est définie ici et les autres attributs sont définis dans la superclasse. Si maintenant je définis la largeur comme étant private, eh bien, dans l'objet en dessous, je ne peux plus accéder à la largeur. Ici, c'est plus un attribut qui est disponible. Vous voyez, si ici j'essaie par exemple d'écrire ceci, eh bien, c'est plus possible parce que l'attribut width n'est pas visible, comme le compilateur me l'indique là. Maintenant, ce que je peux faire, c'est déclarer un attribut comme étant protected, c'est-à-dire qu'il sera accessible en fait dans la classe elle-même, dans la sous-classe, ici, mais pas à l'extérieur des classes elles-mêmes, à l'extérieur du package en tout cas. Alors, public, protected et private, c'est les trois modificateurs qu'on a, avec en plus la possibilité de ne rien avoir du tout. Et je vous montre maintenant la différence entre ne rien avoir et avoir un public. Vous voyez, on va regarder ici la visibilité des classes. Ici, les classes, eh bien, ces deux classes-là sont définies sans rien du tout, et celle-ci est définie comme public. On est ici dans le package. Alors, il reste ici une petite erreur. Je n'avais pas sauvegardé, donc c'est pour ça qu'il restait une erreur. Mais si on regarde, donc ici, on a nos deux classes qui sont déclarées sans rien et une classe qui est déclarée publique. Le package, en fait, c'est le répertoire dans lequel on se trouve dans la hiérarchie ici des classes. Donc, vous voyez, on a ici, dans mon répertoire Course, Inheritance, Basics, j'ai mon exemple qui se trouve là. Je vais maintenant regarder ici, j'ai un répertoire test dans lequel j'ai Visibility Demo. Dans ce Visibility Demo, eh bien, même si j'importe à la main course.inheritance.basics, voilà, si j'importe tout ça, j'ai pas accès
un rectangle ou un rectangle coloré, même en faisant l'importation, parce que je suis en fait dans un autre package. Vous voyez ici, je suis dans le package Course Inheritance Basics et ici, je suis dans le package Test. Si on ne met rien du tout, en fait, on ne peut pas voir les classes, les objets ou les méthodes à l'extérieur du package. C'est seulement les méthodes, classes ou attributs qui sont déclarés publics qui sont accessibles à l'extérieur du package. Ça signifie qu'en fait, cette classe-là, ici, eh bien, je peux la voir. Donc, si je veux ici créer une instance pour une raison ou une autre de Basic Example Start, c'est possible. La tabelle qui se trouve devant vous, en fait, résume les différents types de modificateurs et leurs effets sur la visibilité des membres. Alors, si on est à l'intérieur de la classe, eh bien, à l'intérieur d'une classe elle-même, si un attribut est déclaré public, il est accessible, protected également, private également, et si on met aucun modificateur, on voit que c'est également accessible. Et vous avez la petite subtilité ici que dans une sous-classe, un attribut qui est déclaré private dans une surclasse, eh bien, n'est pas visible. Au niveau du package, ce sera la même chose. En fait, c'est les mêmes règles au niveau du package que la sous-classe. Et là, on voit la subtilité qui a été expliquée dans la vidéo précédente au niveau du monde. Donc, le monde, c'est en dehors d'un package. On peut accéder aux attributs, aux méthodes et aux classes qui sont déclarées publiques. Et pour tout le reste, on ne peut pas accéder. Sur la gauche ici, vous voyez la visibilité au niveau du package. Au niveau du package, tout ce qui se trouvera dans Access ici suivra les règles du package. Tout le reste, ce sera la visibilité World. En UML, on représente la visibilité à l'aide de petits symboles. Donc là, on a un compte en banque. Ce compte en banque, le nom d'une personne qui le possède, un montant en francs suisses dessus, et deux méthodes, une méthode qui permet de déposer de l'argent avec un certain montant, et une méthode qui permet de mettre à jour le montant du solde. Donc vous allez voir ce genre d'opération-là, on va les refaire dans le laboratoire, mais ce qu'on voit ici, c'est que lorsqu'on met un plus, ça signifie que c'est un attribut qui est déclaré en Java comme étant public. Alors il faut voir que la notation UML fonctionne pour tous les langages orientés objets, c'est pour ça que je dis en Java. Le symbole plus qui est ici devant signifie que cet attribut-là doit être visible partout ou public. Pour le second, on a ici ce H qui signifie protected en Java. Ici, on va avoir un attribut qui sera de nouveau déclaré public en raison du plus, et sans surprise, le moins va signifier private. Si on ne met rien, c'est la même chose que les règles du Java lorsqu'on ne met rien du tout. Grâce aux attributs qu'on a vus, public, private et protected, on arrive en fait à avoir un contrôle très fin de ce qu'on peut faire avec notamment les attributs. Alors, parfois on souhaite avoir un contrôle en fait sur ce qui se passe sur les attributs. On a vu, on peut avoir des valeurs qui sont lisibles ou pas lisibles, mais en fait, lorsqu'on met un private devant un attribut, ça fait que cet attribut n'est plus visible, mais on ne peut pas l'écrire non plus. Donc on restreint d'un seul coup tout l'accès à cet attribut. Parfois on veut un contrôle un peu plus fin. Par exemple, on se dit, moi j'aimerais bien qu'on puisse modifier un attribut dans une classe, mais j'aimerais que pouvoir vérifier en tant que personne qui a écrit la classe que les valeurs font du sens. Vérifier que les valeurs font du sens. Imaginez par exemple dans le cas du rectangle, si on met une largeur négative, ça ne va pas fonctionner pour l'âge d'une personne non plus. Si on met moins 4 ans, ça ne va pas aller. Et donc, on voudrait que ça fasse du sens au niveau de la logique. Parce que parfois, les types ne suffisent pas à assurer. Un int permet de stocker des nombres entiers, mais en Java, on a cette restriction que les ints sont toujours signés, donc on ne peut pas stocker que des nombres entiers positifs. Donc on doit avoir un mécanisme plus fin pour faire ça. Parfois aussi, lorsqu'on a des variables, on souhaiterait pouvoir accéder à une variable en lecture, mais pas en écriture. Imaginez le cas d'un compte en banque. Dans le cas d'un compte en banque, on aimerait bien pouvoir lire le montant du compte en banque, mais pas permettre de modifier les valeurs du compte en banque sans passer
par des méthodes qui s'assurent que tout est bien fait dans les règles. Eh bien, on va voir comment on peut faire des choses comme ça tout à l'heure. Puis finalement, on pourrait aussi se dire, ben voilà, moi j'aimerais bien savoir combien de fois on a accédé à une certaine variable. Combien de fois une valeur, variable plutôt, a été accédée. Imaginez, vous voulez savoir combien de fois quelqu'un a lu un attribut d'une classe, eh bien vous ne pouvez pas si vous avez juste un attribut qui a été fait comme ça. Alors pour pouvoir faire tout ça, on va utiliser un mécanisme qui s'appelle les accesseurs ou aussi appelés les getters et les setters. Je vous propose maintenant une petite démonstration pour voir comment, avec l'aide du rectangle, les getters et les setters peuvent nous aider à implémenter du code qui est plus propre. Partons de notre classe rectangle traditionnelle avec notre largeur, notre hauteur et la position. J'ai rajouté ici juste un constructeur pour les besoins de l'exercice. Alors, ce constructeur est vraiment tout simple et il n'y a aucun contrôle qui est effectué à l'intérieur. Maintenant, imaginons que on souhaite faire en sorte que la largeur et la hauteur soient toujours positifs, parce qu'on se dit, ben voilà, un rectangle avec des dimensions négatives, ça va pas. Alors, bien entendu, pour l'instant, il n'y a aucun contrôle qui est fait, donc si par exemple j'ai un rectangle ici avec une largeur -10 et je calcule sa surface, eh bien, comme celle-là, eh bien, si j'exécute ce code, je vais obtenir bien entendu une surface négative. Vous voyez, -200. Alors, comment s'assurer que, eh bien, on a toujours des nombres négatifs? La première chose à faire, c'est de dire quelque chose comme, eh bien, ici, pour la largeur, je stocke en réalité la valeur absolue de la largeur, et on fait la même chose pour la hauteur. Maintenant, ça va fonctionner, mais rien n'empêche que, une fois que j'ai fait ça, je peux tout à fait dire, ben voilà, ma largeur, finalement, non, c'est mettons une chose, mettons -20, et là, ben, ma largeur, elle sera négative. Pourquoi? Eh bien, parce que le check qui est fait ici, il est fait uniquement lors de la construction de l'objet. Si après je change l'attribut, eh bien, c'est plus possible. Alors, ben, une manière de faire en sorte d'éviter ce problème, c'est de dire, ben voilà, mon attribut est privé, et le problème est réglé. Ok, on peut effectivement ici résoudre ce problème comme ça, mais le problème c'est que maintenant je ne peux plus changer la largeur du rectangle. Alors comment faire pour essayer d'avoir le meilleur des deux mondes, si on peut dire ça comme ça? Eh bien l'idée c'est de dire ok, on garde le fait que les attributs sont privés, et puis on va faire une méthode pour accéder en fait à l'écriture de ces attributs qui sont là. Alors je vais faire une méthode, cette méthode elle va être déclarée comme publique, comme ça on va pouvoir y accéder, ou bien on peut ne rien mettre, c'est à peu près la même chose que public, et puis je vais dire la chose suivante, je vais dire ben voilà, set width avec W une largeur, et puis maintenant bah, je refais la même chose que j'ai fait dans le constructeur en disant bah voilà, je mets directement la largeur comme ça dans, dans dans l'attribut. Set height. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle les setters, parce que regardez ici, on a une méthode set et là une méthode set. Du coup, je peux maintenant ici changer la largeur de mon rectangle en faisant un set width. Vous voyez, ça s'utilise un petit peu différemment. Et si je mets -20 à l'intérieur, eh bien, ce sera quand même une surface positive à la fin, parce que lorsque je fais mon set ici, je fais la valeur absolue, je m'assure de faire la valeur absolue. Alors le problème, c'est qu'avec ça, on peut changer une valeur, mais comment faire pour la lire? On ne peut pas la lire ici parce que, regardez, je ne peux toujours pas lire la largeur parce que elle a été déclarée comme étant privée. Alors ce qu'on peut faire, c'est faire une méthode qui ici va nous retourner un int et qui va nous faire la chose suivante, ça va être un getter, vous voyez ici le get,
Et ce getter, eh ben, il va nous retourner simplement la largeur. Donc là, on aura accès alors, à la largeur du rectangle. Mais je peux par exemple ici utiliser, eh bien, dans mon affichage, l'affichage de la largeur du rectangle, qui est ici de 20, après avoir été seté à -20, mis en valeur absolue et stocké avec la bonne valeur. Donc vous voyez, avec ces getters et ces setters, on arrive à faire une variable qui est accessible en lecture, mais pas en écriture sans certains checks. Si j'enlève le set ici, j'ai une variable qui est que accessible en lecture, ou que en écriture aussi, en jouant avec ces getters et ces setters. Vous retrouvez ici le code final de ce qu'on a implémenté durant l'exemple de tout à l'heure. Voilà, nous avons fait le tour des questions d'héritage et de getters et setters. Je tiens à terminer ce chapitre avec une petite remarque. En Java, il n'est pas possible d'hériter de plusieurs classes. Donc en fait, la situation qui est illustrée ici, où une classe base hériterait de la classe foo et la classe bar, n'est pas possible en Java. C'est possible dans d'autres langages, mais ça pose en fait certains problèmes sur lesquels je ne vais pas trop m'étendre aujourd'hui. Ces problèmes sont parfois délicats, mais il est aussi parfois intéressant de pouvoir implémenter de l'héritage multiple. Alors imaginons le cas par exemple où on souhaite implémenter euh, une hiérarchie de classe pour stocker cet animal-là, qui est un ornithorynque. Eh bien il faut savoir que l'ornithorynque d'une part est un mammifère, c'est-à-dire qu'il donne du lait à ses bébés, et d'autre part le mammifère est un ovipare, pardon, l'ornithorynque est un ovipare, c'est-à-dire qu'il pond des œufs. Donc il doit aussi avoir les caractéristiques d'un ovipare tout en ayant les caractéristiques d'un mammifère, ce qui n'est pas représentable avec de l'héritage multiple. Il y a une solution qui existe pour implémenter cela en Java, et c'est ce que nous allons voir dans le chapitre suivant, dans lequel nous allons parler des interfaces et des classes abstraites.